c'est quoi ce programme-là, Mes choix? Qui connaît le programme Mes choix ici? C'est bon, personne. C'est bon. Bon, c'est une gang de monde dans laquelle je suis, qui a développé ce programme-là depuis de nombreuses années. On a un volet autochtone qui a été présenté tantôt par Chantal Tour. Est-ce qu'il y en a qui sont allés se présenter ça par Chantal? Bon, on est dans la même famille. Donc, on a un volet important en Suisse, en France, en Belgique, avec des organisations qui déploient ce même programme-là sur leur territoire, donc dans la francophonie. D'où ça vient? Alors, à peu près au milieu des années 90, on s'est tout à coup aperçu qu'il y avait du monde qui voulait beaucoup, mais pas assez pour se rendre dans les centres de réadaptation. Tout ça, on s'est dit, il faudrait peut-être faire quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde qui consomme trop d'alcool. À ce moment-là, on est concentré uniquement sur l'alcool, mais qui n'ont pas un niveau de dysfonctionnement qui fait que les gens pourraient accéder à des services spécialisés en dépendance, qui n'ont pas besoin d'aller dans une thérapie fermée, mais c'est quand même une bonne idée. Ce serait quand même une bonne idée qui s'occupe de leur consommation d'alcool. On a importé à ce moment-là un programme qui s'appelait Drinking Decision, qui venait de Mme Robson en Alberta. Il y a quelques années, j'ai encore parlé aux responsables des services en toxico en Alberta. J'ai dit, avez-vous encore ça? Il y en a des Drinking Decision. Mais ça avait plutôt, c'était rendu, ça n'existait plus. Ça n'existe plus là-bas, mais bref, on est parti, nous, de cet exemple-là. Puis, on en a fait une transformation après quelques années d'implantation au Québec. On a dit, c'est un peu contraignant. Est-ce qu'on pourrait faire des modifications au programme? Les gens de Drinking Decision, Mme Robson, ne voulaient pas qu'on change leur programme. Fait qu'on a eu une subvention du MSSS pour créer notre propre programme avec les caractéristiques qu'on voulait. On a appelé à ce moment-là Alco-Choix. Alco-Choix, même on l'a appelé Alco-Choix Plus, parce que Drinking Decision, on l'avait traduit à Alco-Choix en français. Puis on est allé voir une firme d'avocats, puis ils nous ont dit, ben, si vous mettez juste un petit plus, vous êtes libérés, vous pouvez garder le même. Fait qu'on a dit Alco-Choix Plus. Maintenant, on n'appelle pas Joël Plus. Bref, alors, on a développé ce qu'on a appelé Alco-Choix Plus. On s'est implanté au Québec, dans plusieurs régions, Montréal, Québec. Puis avec le temps, il s'est implanté dans toutes les régions du Québec. Et c'est devenu le programme du MSSS. D'ailleurs, même si nous l'avons écrit, on a cédé les droits d'auteur au MSSS, c'est un programme qui appartient au MSSS. C'est son programme officiel pour aider la population à réduire sa consommation d'alcool. En 2017, il y a eu une chose extraordinaire avec le gouvernement Trudeau. Tout à coup, on s'est mis à se réintéresser à aider les personnes qui abusaient, qui avaient des difficultés avec les substances. Lors d'un gouvernement précédent, qui a peut-être fait plein de bonnes choses, mais pour la toxicomanie, ce n'était pas un bon gouvernement pour nous. J'avais déjà trouvé des dépliants d'un député qui disait il faut cesser de donner de la drogue aux drogués. Ça, c'était pour combattre les programmes de TAO, de traitement par agoniste opioïdes. J'étais comme, mon Dieu, on recule en 1930 avec cette affaire-là. J'étais présent à Vancouver lorsque la Cour suprême a rendu son verdict sur la guerre, sur le conflit juridique entre le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral au sujet des sites d'injection supervisée. Le gouvernement fédéral disait que c'est un lieu où on distribue des drogues illégales et le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique disait, nous on sauve des vies, c'est un soin de santé, on ne distribue pas des drogues, c'est un soin de santé. Et la Cour suprême a tranché en faveur de la Colombie-Britannique. Donc, en 2017, il est arrivé un gouvernement libéral qui s'est mis à investir donc, dans des projets de recherche pour développer les services entre autres. Et c'est là qu'on a eu une belle subvention où on a dit, bien, parfait, on va développer le programme Alco-Choix pour aussi rejoindre les personnes qui consomment trop de cannabis. On s'en allait vers une légalisation du cannabis. Donc, ces gens-là aussi, il y en a sûrement dans toute la population qui consomme du cannabis, mais pas excessivement pour se rendre dans un centre de réadaptation, mais qui disent ça commence à être un peu trop, c'est le temps que je fasse quelque chose. Puis c'est des gens qui sont souvent fonctionnels, ils ont encore du travail, ils n'ont pas perdu leur famille, ils n'ont pas tout perdu, mais quand même, ils disent, tout comme un jour on se laisse, on se dit, peut-être qu'il faudrait
partie de ce grand champ qui est de prendre soin de notre santé. C'est toutes des affaires de fun et intéressantes, mais quand on en fait un peu trop, on en fait un peu trop, à un moment donné, ça se peut que ça nous nuise aussi. La plupart des gens sont capables de se dire, bon, il faut que je me prenne en charge, je change mes habitudes de vie, mais le petit coup de main, il y a un programme qui peut être justement ce qu'il faut pour que les gens changent les comportements souhaités. Quand c'est trop sévère, puis que là, c'est rendu que ça a démoli à peu près une grande partie de la vie, on est dans les centres de réadaptation. Là, c'est plus complexe, il y a plus de sphères de vie affectées. À ce niveau-ci, on est plus auprès de gens qui sont quelque part dans le parcours. Et logiquement, on se dit dans un grand objectif de santé des populations, c'est une bonne idée de s'occuper des gens avant que ça devienne trop sévère. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un programme tel que Mes Choix. Tout programme de ce genre-là est plus léger, plus facile à implanter. On attrape des gens alors qu'ils ont encore plein de ressources, ils n'ont pas tout perdu dans leur vie. C'est le bon moment de faire. On n'est pas obligé d'attendre. Ça va complètement en compte de l'idée qu'il faut attendre que la personne frappe le fond du baril. Du moins, dans cette tranche-là de la population, c'est pas vrai du tout. On n'a pas besoin d'attendre ça. On s'en occupe tout de suite. Ça n'a pas besoin que ça. Justement, on ne veut pas se rendre au fond du baril. On arrête le tiers du baril, ça va faire. C'est suffisant. Pas besoin d'aller plus loin. Donc, on a eu un financement de Santé Canada et du MSSS en 2018, dont le but était de développer les différents modules pour les autres substances, de expérimenter et faire une étude d'implantation. Donc, au bout de tout ça, on a des beaux programmes. Donc, on a toujours Mes Choix, AlcoChoix Plus, on l'appelle maintenant Mes Choix Alcool, mais bon, même si les gens l'appellent AlcoChoix Plus, c'est encore très bon. On a une version cannabis, notre petite réglette est verte, c'est quand même pensé. Bleu pour l'alcool, je ne sais pas pourquoi. Et mais il y a juste le vert qui est significatif. Bref, et une version toute substance. La version toute substance, c'est la version qui est facile à utiliser pour tous. Puisque quelqu'un peut avoir juste des problèmes avec l'alcool, on peut très bien travailler avec le guide toute substance, mais grosso modo, on l'a développé pour toute personne qui consomme plus d'une substance. C'est plutôt fréquent que les gens qui consomment trop d'alcool prennent un petit jeu de temps en temps, ou on va parfois une ligne de cocaïne, ou je ne sais pas encore. Donc, si on veut s'occuper de plus d'une substance, la version toute substance est fort intéressante. On a aussi la version jeu d'hasard et d'argent, qu'on a appelé Je me questionne, mais qui est Mes Choix Jeux maintenant. C'est l'ancien programme Je me questionne, développé par l'équipe. D'autres fois, c'était l'équipe de Robert Lamussard à l'Université Laval, maintenant dirigée par Isabelle Dubou, le Centre québécois d'excellence en prévention et en traitement du jeu d'hasard et d'argent. Donc, ce programme-là, maintenant, on va en version Mes Choix Jeux de hasard et d'argent. Tous nos programmes sont en version anglophone aussi, qui s'appelle My Choices, donc tous dans une version anglaise. Et nos guides sont aussi utilisés en France. Actuellement en France, c'est la Fédération Addiction qui est mandataire de former les intervenants, de distribuer le programme sur tout le territoire français. Il y a un très bon déploiement du programme. En Suisse, c'est le GREA, le groupement d'études sur les addictions, qui distribue le programme dans toute la Suisse francophone et en Belgique aussi via la FEDITO. Un peu moins répandu en Belgique. Donc, nos guides sont aussi en version PDF interactive, donc les gens peuvent le remplir à l'écran. Et cet automne, on travaille, mais c'est presque ficelé, là, à entrer dans le programme de numérisation des applications en santé du médicament, donc un investissement qui a été fait pour que des programmes de ce genre-là puissent devenir des applications numériques. Parce que pour le moment, c'est des guides papier que les gens ont. Il y a la copie du guide papier PDF à l'écran, que les gens peuvent. Et ce n'est pas vraiment une application, c'est comme un livre à l'écran. Tu peux quand même aller écrire dedans. Il y a des espaces, tu peux écrire, tu peux remplir des questionnaires, ça fait ton petit graphique. C'est pas pire, c'est cute, mais c'est rudimentaire en termes d'informatisation. Évidemment, ce n'est pas une belle application sur laquelle tu peux te promener, mais on commence activement
programme, c'est un programme que tu appliques chez toi, tranquillement, à ton rythme. Eux, c'est 3 jours en nature, on land, avec les gens, vraiment en communauté, c'est parfait. Eux, c'est ce qu'ils préfèrent, les gens adaptent plus à ça. Faire le programme chez eux une fois par semaine, ça marche pas trop, ça colle pas beaucoup à leur réalité. Fait que c'est parfait, on a une version vraiment différente, mais les idées de fond sont les mêmes, mais la façon de l'aborder a été vraiment faite par les communautés, avec eux. On a travaillé à avoir plusieurs versions. On a plusieurs formateurs issus de différentes communautés qui prennent en charge le programme. Ça devient leur programme au fond. C'est fort intéressant. Donc, une belle histoire intéressante. Donc, ça vise, comme vous avez compris, à réduire, contrôler la consommation de substances. Donc, l'objectif est souvent un usage contrôlé, modéré. Les gens peuvent choisir l'abstinence s'ils le veulent. C'est correct, le programme est compatible avec ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de pression. On est ailleurs que dans un programme, parfois, de traitement spécialisé où on pousse vers l'abstinence. Ici, on pousse vers rien, on pousse vers des objectifs, on aide la personne à réfléchir. D'où l'idée du mes choix. Fais des choix. C'est vers où tu veux aller. Choisis ton niveau de consommation. On peut donner des repères, on va les voir ensemble tantôt. Il y a eu toute une controverse dans la dernière année et demie sur les repères de consommation d'alcool. On a modulé ça, je vais vous présenter ça tantôt. Mais c'est vraiment l'idée de faire des choix, réfléchis à où tu veux aller, puis on va t'accompagner, on va être ensemble pour aller vers où tu veux aller au sujet de ta consommation. Bon, on se rappelle, je l'ai mentionné tantôt brièvement dans ma petite intro. Bon an, mal an, bon, ici dans la naudière, j'ai sorti les chiffres pour la naudière. Tu sais, on a ici, mettons, 75 000 personnes qui ont un usage de cannabis ou d'alcool qu'on peut dire à risque. Mais il n'y a pas 75 000 personnes qui veulent de l'aide, donc c'est sûr que. Mais tu sais, tout le monde, ça nous arrive tous, tu sais, j'ai peut-être un petit peu trop de poids, je fais peut-être pas assez d'exercice, mais je veux-tu de l'aide pour ça? Non, je rentre dans les statistiques un petit peu trop de poids, comme moi je suis un petit peu au-dessus de mon indice de masse corporelle. Mais fait, je rentre dans les statistiques, poids un peu à risque. OK. Il m'appelle, veux-tu de l'aide? Non. Mon miroir et ma femme sont suffisants. Dans la douche, avec ma blonde, j'en sais assez. Bon. Mais on peut penser quand même qu'un certain nombre de personnes, peut-être 10% des personnes qui sont à risque auraient besoin d'aide. Je ne sais pas trop, là, on a des estimations à ce sujet-là. Donc, peut-être, on aurait peut-être 1500 à 5000 personnes sur le territoire, là, selon les estimations, selon qu'on veut avoir un gros impact, ou selon qu'on va faire juste un minimum, c'est à 1500. On va avoir beaucoup d'impact sur la santé de notre population au sujet de la consommation de substances. Il faudrait peut-être en rejoindre 5000. Mais quand même, ce serait à peu près le nombre de personnes qui pourraient participer à un programme de type Mes choix sur le territoire ici. Je pense qu'actuellement, bon an, mal an, on voit 200-300 personnes sur le territoire avec le programme Mes choix. Le programme Mes choix est disponible dans toutes les régions du Québec, mais je pense qu'on est loin d'avoir atteint un bon objectif en termes d'impact populationnel. Il faudrait faire mieux, mais on a tout ce qu'il faut pour progresser. Les centres sont stimulés, bien, il y a plus de place pour rejoindre plus de personnes. Ça, c'est un autre tableau d'estimation. On va passer par-dessus. Donc, qui peut venir au programme? Bien, tout le monde qui a un usage excessif, qui n'atteint pas un niveau d'orientation vers les services spécialisés. Donc, bon, avec le nouveau dit, si on parle de, bon, c'est quelqu'un qui a un usage à risque, on reviendra tantôt sur un usage à risque, qui est dans un stade d'action. Le programme n'est pas fait pour les gens qui sont en négation de leur programme. Ils sont en négation, mettons qu'ils viennent, ils ont été poussés par leur conjoint ou leur conjoint, puis ils ont une consommation de niveau modéré, mais ils ne sont pas en stade motivationnel d'action. On n'applique pas tout de suite le programme. On doit faire des entretiens motivationnels, on travaille la motivation. Sinon, le programme est dans une phase d'action. On va
chose. Son médecin il a dit qu'il ne pouvait pas boire, je ne peux pas le prendre. On a Stéphane, on a ça. Ouais, je pense que c'est répandu. Je pense qu'il y a eu des indications de la santé publique qui disent que c'est un moyen de boire contre l'oubli. Prenez pas les gens qui ont des abstinences. C'est comme quelqu'un qui, je me suis un témoignage, quelqu'un qui dit vous m'avez mis dehors du centre parce que j'ai consommé, mais je suis venu ici parce que je ne suis pas capable d'arrêter de consommer. C'est comme, ouais, c'est ça. C'est comme si on va voir le docteur, j'ai un cancer, il dit arrête d'avoir ton cancer, tu vas te mettre à quand on s'y arrête, ça ne marche pas. Donc, on essaie de les aider à choisir un objectif cohérent avec ce qu'on voudrait, mais dans le fond, ils vont choisir leur objectif. C'est bien mieux que cette dame-là boive moins. Si elle décide de faire arrêter et qu'elle boit, mais elle boit moins, ça va être mieux. Aussi bien de prendre. C'est un choc de valeur, c'est un choc de valeur. Ça nous oblige à respirer par le nez, puis à être centré sur la personne, puis à ne pas bien poser nos valeurs, puis on peut l'aider à réfléchir, puis on lui fait parler de son bébé, puis de sa consommation. Mais au bout de la ligne, c'est quand même elle qui va choisir. On prend nos principes d'entretien motivationnel. Très intéressant quand nos intervenants, on le voit, quand nos intervenants dans mes choix sont aussi formés en entretien motivationnel, ça fait une belle différence. Ça fait, on promeut, nous, les attitudes typiques de l'entretien motivationnel. On se centre sur la personne, on a une attitude collaborative, on cherche le type de changement, on ne dit pas à la personne quoi faire, on essaie de faire émerger les envies de changer chez elle. Bref, des principes que c'est même chose pour les personnes qui ont des difficultés sentimentales. Même si les gens théoriquement devraient viser l'abstinence, on ne les exclut pas du programme. On essaie de faire le meilleur bout jamais. On a l'air à la grande idée de réduction des méfaits. Au mieux qu'ils consomment moins que de rester dans cette situation. Bon, grosso modo, les gens sont évalués. J'ai mis les autres évaluations. En France, on utilise plus la STIS que l'audit, mais entre nous, on utilise le débat, peu importe. Les gens sont évalués, sont orientés vers les services de première ligne lorsque nécessaire. Ils peuvent être, des fois, il y a eu des périodes de publicité pour le programme des choix. Je me souviens dans les barrages routiers à Québec, les policiers donnaient un petit onglet au choix plus, etc. Parfait. Les régions sont plus ou moins actives là, selon le momentum de chaque région. Des fois, les gens arrivent par la publicité, des fois, ils arrivent via toutes sortes de services, comme j'ai mentionné tantôt. On les évalue brièvement, nos petits questionnaires débat, ils sont orientés vers le programme. Comme je disais tantôt, il y en a qui ont plutôt besoin d'aide motivationnelle évidente. Et le programme a 3 formules. Il y a des gens qu'on les rencontre juste une fois, s'en vont chez eux, puis on ne les revoit jamais. Parfait, on va avec leur service, etc. Il y a des gens qu'on rencontre en volet individuel, fait que c'est de 2 à 10 rencontres. Il y en a d'autres, c'est le format de groupe, 6 ou 7 rencontres de groupe qu'ils ont. À Laval, il y a beaucoup de rencontres de groupe. Donc, voilà. Quand on a mis sur pied ce programme-là, il y a quelques années, alors j'avais plus de cheveux, et qui était plus coloré. On avait comparé à plusieurs autres programmes de ce genre-là, puis il y a beaucoup de points communs dans ces programmes-là. Il y en a dans plusieurs pays. Là. Donc, un peu partout, on instaure une stratégie d'auto-observation. Une des premières étapes, c'est tu t'auto-observes, tu calcules tes consommations. L'importance de se fixer un objectif, très important, identifier ses situations au risque, des stratégies pour réduire, arrêter, des stratégies alternatives à la consommation, puis évidemment du renforcement de l'atteinte des objectifs. Ça, je l'ai déjà dit. On a tout dit ça. C'est un programme assez comportemental cognitif, évidemment, avec philosophie de réduction des méfaits, style motivationnel. J'aime toujours rapporter cette expérience à M. Marlatt. Combien sont allés déjeuner avec Alan Marlatt? Plus nombreux d'entre nous, il est décédé déjà. Mais M. Marlatt a été très innovateur dans son travail. C'est un ancien clinicien d'orientation psychodynamique. Il faisait du traitement dans des centres de traitement résidentiel avec une hypothèse que les comportements actuels de consommation sont liés à des blessures du passé, ce qui est une bonne hypothèse évidemment. Puis qu'on travaille sur la réparation des blessures passées comme on le fait bien en approche psychodynamique, qui raconte que, entre autres, il y avait un patient, on va l'appeler Bob, qui avait quitté le centre, puis que là, M. Marlatt le voit 2 ou 3 semaines plus tard, puis là, il allait bien dans le
guidé par cette idée-là, cette grande idée-là générale. Les modules, les 6 phases sont tous guidés par ça. Donc, les gens rencontrent des situations à risque, mais ils ne savent pas comment y faire face autrement que par l'usage de substances. C'est le grand modèle de Bandura sur les stratégies d'adaptation. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont un faible sentiment d'auto-efficacité devant ça. Donc, et en plus, ils se disent, ah, casse la bonne à soir dans chaque étape. Ils ont des attentes très positives envers la consommation, évidemment. Et là, il y a ce qu'on appelle une rechute, un terme que je n'aime pas beaucoup, mais dans ce cas-là, on va regarder ce mot-là. Et après avoir l'épisode de consommation, ça confirme l'idée que je suis donc pas bon. J'ai des attributions. Donc, je m'explique ce qui vient de se passer par le fait que je ne suis pas bon. Je ne suis pas compétent. Puis c'est de ma faute. Puis le monde serait peut-être mieux sans moi, à la limite. Et tout ça fait que la prochaine fois, il y a des grosses chances que je reconsomme encore. Fait que ce qu'on fait avec les gens, c'est qu'on change l'interprétation de la situation. On appelle ça un moment de défaillance, évidemment, une situation difficile, et on va essayer de changer les explications de ça. Peut-être que le contexte était difficile, tu étais avec Serge, je t'en ai mis une devant, c'est normal que ce soit difficile. Peut-être qu'il ne faut pas être dans ces situations-là. C'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce que c'est objectivement difficile. Encore, je disais ça la semaine dernière à un monsieur que je vois avec sa conjointe, c'est normal que ce soit difficile ces situations-là. Tu n'es pas sans dessin ou pas bon, c'est objectivement difficile. Quand tu as fait 20 ans, depuis que tu as 16 ans, tu consommes, tu es rendu à 20-24 consommations par jour, puis là, on ne sait plus depuis quand ça a commencé cette histoire-là. Dans ta situation à toi, si on met une bière devant toi, il est normal que ce soit archi dur pour toi, mais l'autre que je jamais consommé autant, moi, tu me mets une bière devant moi, ça ne me fait pas cet effet-là, je peux l'écouter, je peux dire non, c'est pas grave. Mais toi, c'est pas de même en dedans de toi. Et c'est normal, c'est pas parce que tu n'es pas bon. On change l'interprétation. Donc, on aide les gens à développer des stratégies différentes pour faire face aux situations, et ça remonte l'estime de soi, c'est sûr, et ça diminue la probabilité de rechute. Donc, ça devient nos cibles. Quels sont nos cibles d'intervention? Donc, il faut trouver c'est quoi les situations à risque. Évidemment, on défait les attentes positives envers la consommation. Ça va d'amener du fun, mais ça l'amène aussi telle autre affaire. On va normaliser l'atteinte progressive des objectifs. Moi, je dis toujours aux gens, ton but, c'est vraiment d'avoir des épisodes de consommation de moins en moins fréquents, de moins en moins intenses, des périodes où tu vas bien de plus en plus longues, évidemment. Et plus ça, chaque retour à la consommation, ça ne vient pas d'effacer tous tes progrès. Là. Ça vient juste, mais il est peut-être moins bien qu'avant. Wow, c'est un succès. Ouais, j'ai consommé. Hey, bravo, tu as consommé moins. C'est excellent, excellent. Réinterpréter le sens des buts d'objectifs, donc c'est des moments d'apprentissage, ce n'est pas des moments d'échec, puis on développe constamment les effets. Donc ça, tout le long, le programme des choix, c'est ça. C'est ce qu'on vient de voir ici. On fait ça tout le long avec 6 phases. Donc, on essaie de, je fais un portrait de ma situation de consommation. Est-ce qu'on vient de voir? Ma blonde, elle aimerait ça avoir des chronomètres comme ça quand je parle. C'est fini, Joël. Ma fille est comme ça. Je me souviens, un soir, j'ai écouté ma fille pendant 4 heures. Même genre. J'ai ajouté ma femme là-dedans. Sa fille, son mari. C'est une scène. Donc, la phase A, bien connaître ma consommation. C'est toujours impressionnant quand on aide les gens à calculer leur consommation. Tu sais, bon, c'est le monsieur dont je parle. Quand la première fois que je l'ai vu, on calcule tes consommations, on fait un bilan. Je dis, bon, 140 pour la semaine. 140. Il n'avait jamais réalisé, lui. Il en prend 140. Sa femme est à côté, elle aussi, elle n'avait jamais réalisé. 140. Ouais, 140, c'est ça. Puis la semaine d'après, il m'a dit que c'était pas de la pointe, c'était à 5 c'était à 6,50. Ça fait un petit peu plus. D'accord. Identifier les situations à risque, choisir un objectif, découvrir d'autres sources de plaisir, mieux comprendre le rôle de mes besoins, prévenir la rechute. On va regarder quelques petits modules rapidement. Donc, et nos guides, que ce soit alcool, cannabis ou toute substance, voire même jeu d'argent et d'argent, ils se ressemblent beaucoup, c'est presque la même chose. C'est la première phase qui est la même. Calculer mes consommations en cannabis versus calculer mes consommations en alcool, ou versus un peu de cocaïne ou des speeds, c'est pas pareil. Donc, la première phase
jours, parce qu'il y a 2 jours de formation au programme Mes Choix. Mes Choix est donné par les CIS et les CIUS, mais les organismes communautaires peuvent être mandatés par, comme ici, non pas ici, mais par exemple dans la région de Bois-Franc, il y a différents organismes, bref, qui peuvent donner le programme Mes Choix. Il faut juste qu'ils s'entendent avec le CIUS de leur région, le CIS, deviennent mandatés comme prestataires du programme dans leur région. Il n'y a pas de frais particuliers, là, on ne protège pas le programme, on n'a pas peur de se le faire voler, c'est un programme du ministère, mais c'est juste qu'on veut que les gens soient formés, qu'ils viennent suivre une formation. Si vous suivez 2 jours, vous avez un taxi, un tapis, qui est juste ici. Ça l'éclaire en haut du toit. Alors, c'est facile à reconnaître. Alors, oui. Ben, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais je suis très curieuse de savoir ici, dans la Naudière, comment se déploie c'est le 6 de la Naudière qui déploie le programme, je crois, uniquement dans la région. Mais les organismes communautaires pourraient le déployer. Il faut alors venir rencontrer Bernard, jaser, hein, on serait intéressé de le donner, on le donner à notre région. C'est tout à fait possible. Il y a de la place, il y a une masse de clients dans la population. C'est pas inquiétant. Il n'y a personne qui va voler les clients d'un autre. Je n'ai pas posé des questions. Pardon? Oui, c'est une mission de première ligne. C'est une mission de première ligne. Ce n'est pas une mission spécialisée. Fait que selon les régions, il y a des régions où les mêmes intervenants font l'intervention spécialisée, l'intervention de première ligne. D'autres régions, c'est encore des services séparés. Là, je ne sais pas si c'est fait ici dans la région, comment c'est fait. Mais bref, ça doit être mandaté par le CIS. Mais ce n'est pas difficile. Là. Ils sont contents que d'autres donnent le programme en deux minutes. Ils manquent d'ouvriers à la table. Bon, bref. Pardon. Donc, on aide les gens à mesurer leur consommation. Fait qu'on parle, par exemple, de c'est quoi une consommation standard, un classique, c'est une petite bière à 5 c'est un verre de vin. On se rappelle que les bouteilles de vin, maintenant, une bouteille de vin de 750 ml, en gros, c'est 6 consommations. C'est plus simple. Comme dit éducalcool, mais c'est correct ce qu'ils disent éducalcool, mais c'est parce qu'ils la mettent à 12 Ça n'existe plus, les bouteilles à 12 c'est très rare. On donne aux gens des chartes pour calculer leur consommation de ce genre-là. C'est facile, ça change. Pour le cannabis et les autres drogues, on dit ben, pourquoi une unité. Bon, le cannabis, les gens sont capables de compter des grammes. La plupart, quand ils en fument, c'est assez facile. J'achète X grammes pour une semaine. Bon. En gros, bon, tu fais combien de joints avec ton gramme, etc. Bref, c'est assez facile. Les autres substances, on trouve pas une unité personnelle. L'important, c'est de trouver une unité stable pour calculer tes consommations. Parce que tu vas te donner un objectif. Fait que si tu as X unités dans une semaine, tu veux baisser à combien maintenant? Fait que pour que les gens apprennent à reconnaître ce qu'ils consomment et se donnent un objectif à atteindre. Bref, voilà. En plus, ils ont un petit carnet de notation. Ils peuvent le noter sur leur téléphone, une feuille utilitaire comme ils veulent, selon leur groupe d'âge. On a des activités comme calcul, ton bien-être, ta qualité de vie dans les différentes sphères de vie, qu'on leur fait 2 fois. Commencer maintenant. Comment ça se fait si tu atteignes ton objectif que tu veux te donner? Fait qu'on a un petit bout de motivationnel avec des graphiques. Bref. On aide la personne aussi à réaliser l'impact des substances. On va dire, bon, si tu atteins 1,08, voici l'impact. Si tu atteins les niveaux d'intoxication sont reliés. Monsieur toujours en centre de réadaptation, un monsieur qui était en réadaptation physique, puis il avait été cassé parce qu'il avait fait un accident de voiture, puis son test sanguin révélait qu'il y avait 1,43 de concentration d'alcool dans le sang, puis les intervenants, donc on lui a demandé, à un moment donné, il s'est fait recoudre de partout, on a dit, puis monsieur, vous consommez beaucoup, hein? Non, je ne consomme pas beaucoup. Mais monsieur, là, vous et moi, à 0,4, là, 4%, selon mais à 0,4, on décède, hein, on décède tous. Là. Mais lui, il était capable de sortir dehors, prendre son char, s'en aller, ça l'accroche, mais quand même, nous, on s'est laissé. Il n'y avait pas de problème. On identifie les situations à risque, puis là, il faudrait que tu passes par les guérissances pour dire que ça s'en vient à la fin. Donc, on aide aussi les personnes à identifier leur situation à risque, puis de faire un bilan. Là. Moi, je suis à risque quand au juste. C'est quand c'est par habitude, comme moi, un monsieur que j'accompagne, il dit
que tu fais ça tous les derniers jours de ta vie. Là. Fait que là, il faut juste changer la patente que dans la main, mais une brosse comme un robot, là, c'est super automatisé. Fait que là, il faut mettre d'autres choses dans ce main-là. Là, il y a eu des caisses de bruit. Mais bon, les gens identifient au fond leur situation à risque. Ils vont chercher des situations, des stratégies alternatives. On leur donne un défi d'observation. C'est OK, alors un petit challenge, quoi, ça serait quoi un défi pour toi? Est-ce que tu peux faire une journée, 2 journées, 3 jours, 7 jours sans alcool? Et à la limite, si la personne n'est pas capable de faire une journée sans alcool, bien, ce serait quoi ton défi? Pas d'en prendre l'avant 4 heures. Non. Bon, quand ils sont rendus là, d'habitude, ils ne sont plus dans le gros choix, là, ils sont vers les services spécialisés. Mais bref, on peut aller jusque-là. Et le défi d'observation aide à réaliser plein de choses sur soi. Voilà. Et à la phase 3, bien, ils doivent se donner un objectif. Tu utiliser l'arrêt complet, tu peux utiliser un est-ce que tu veux commencer par un arrêt, après ça tu vas aller vers le droit contrôlé. Bref, tout est possible. On réfléchit tout simplement avec la personne. Elle fait ses choix. On se regarde un bon objectif, c'est un objectif où tu sois capable de le calculer. C'est comme le poids. Si je me fais un objectif de kilo ou de poids, ben, c'est concret. J'embarque sa balance, je dis, j'ai presque atteint mon objectif. L'humain fonctionne bien avec un objectif quantifiable. Donne-toi un objectif de consommation standard d'alcool ou d'une unité personnelle. Donne-toi par occasion. Ensuite, donne-toi un objectif pour la semaine, pas plus que tant par semaine. Puis, mets des jours, pas de consommation à la tempête. Nous, on ne donne pas aux personne peut choisir. C'est pas ça, mais on dit ça. Voici qu'est-ce que pourrait être un objectif. Je me donne des jours d'alcool. C'est un bon challenge. Si la personne n'est pas capable d'avoir des jours à zéro, la question devient une chose, c'est qui mène. J'utilise souvent avec des gens que je rencontre l'image de l'anneau, le frodon sacré. Les substances ressemblent beaucoup à l'anneau du frodon sacré. Les gens choisissent de le prendre, mais un coup qu'ils le prennent, à la longue, l'anneau les possède. Et à plusieurs, oui, mon précieux, mais à tous les gens qui j'ai dit ça, les voient prendre une pause, puis ils me regardent, ça l'allume quelque chose dans d'eux, de dire, c'est vrai. À la longue, je suis devenu possédé par l'anneau. C'est plus moi qui venais, c'est la substance, c'est le feeling qu'ils ont, c'est eux, là, mais ils ont l'impression d'être possédés par la substance. Elle devient plus importante que mes enfants, que ma femme, que mon travail, dans les versions plus séparées, évidemment. Tout comme notre cher boulot. Oui, je veux juste, pour terminer, clore avec ceci. Donc, on a vu la controverse là, avec le Centre canadien sur les dépendances et l'utilisation de substances, le CCDUS, qui a émis un rapport de recherche disant qu'au-delà de 2 consommations sur semaine, on se met au risque pour la santé. On a dans le programme, mais là, ça a mis le bordel, nous autres, dans le programme des choix de qu'est-ce que je fais? Là, bon, il était nécessaire d'avoir une information plus détaillée. C'est pas mauvais, ce qu'ils ont fait, c'est intéressant, là, ils ont bien travaillé, c'est pas ça le point, mais ça manquait d'élaboration. Dans nos villes, mes choix, on rapporte de c'est quoi être à risque, là, ça veut dire qu'à 6 consommations et plus semaines, sur 1000 personnes, il y a 176 années de vie qui vont être perdues, mais c'est réparti entre 1000 personnes, on ne sait pas combien. Fait qu'il y en a un qui va mourir à 22 ans d'accident d'auto, lui, il vient déjà de perdre à peu près 52 années de vie. Fait que notre 170 années de vie, il est réparti entre 1000 personnes. C'est à peu près le standard qu'on a en santé publique. C'est pareil pour le taux d'arsenic dans l'air, c'est pareil pour n'importe quoi. On estime toujours en fonction du nombre d'années perdues. Donc, on a un seuil, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ce seuil de 176 années de vie perdues par 1000 habitants font qu'au-delà de ça, on se dit, là, ça commence à être trop. Bon. Bref, on explique mieux ça dans le rapport que l'on a fait, qu'on trouvait qu'il n'était pas assez bien expliqué. Bref, ce qu'on rappelle, c'est que c'est sûr que généralement, boire moins est généralement moins risqué, c'est sûr. Le risque zéro, ça n'existe pas. On dit, en gros, puis on a pris les normes on est parti d'une étude qui recensait 60 pays
chercheurs extrêmement pertinents. Donc, on a dit, bon, voilà des standards intéressants. Chez les femmes, on se limite si on veut que le niveau de risque soit faible, en termes de comportement que j'ai tout le temps à chaque semaine. 1 verre au moins par jour, 2 verres au moins par jour pour les heures. Ça commence à se sentir mal. Un épisode de consommation intensive, c'est quoi? Donc, tu me mets plus à risque à court terme, on va dire des ennuis, de tomber, de glisser. C'est d'atteindre le point 0,8, c'est ça qui est le standard. Comment on atteint le point 0,8? En gros, une femme, si tu prends 4 consommations standards en 2 heures, un an, 135, en gros, tu rejoins le point 0,8. Et à partir de là, ça se peut que ce que tu dis à ta belle-sœur, tu le regrettes le lendemain. Ça se peut que ta coup, le corps te porte plus à la même place qu'il était à que tu le sois pas très fort. Mon neveu est arrivé tout magané à la maison, il m'a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé, mon fils? Ah, c'était un party de fin d'année en génie, puis là où on avait loué la salle, il y avait un plancher avec une petite marche de même. C'est quoi un grand buveur? Ben, à partir de 8 verres standards et plus par semaine pour une femme, on estime ça. Elle fait ça toutes les semaines de sa vie pendant des années de temps. Ça s'appelle un grand buveur. Pour un homme, 15 verres standards et plus par semaine, toutes les semaines, toute sa vie durant, ça s'appelle un grand buveur. Pour tout le monde, d'avoir 2 jours sans alcool constitutif dans une semaine, c'est une excellente idée. Ça nous rassure que je suis pas en train que l'alcool n'est pas en train de prendre la place centrale dans la vie. Et chez les personnes de 65 ans et plus, les standards diminuent, c'est vrai. Alors, chez les femmes, on est plutôt à 5 verres ou moins par semaine, standard. Chez les hommes, 7 verres ou moins par semaine. Et les personnes suivantes, c'est préférable de se limiter grandement, de ne pas boire du tout. Si tu es en train d'opérer de la machinerie lourde, n'importe quoi, c'est pas le temps de boire, mais si tu as des médicaments qui interagissent avec l'alcool, si tu as des conditions médicales de ton médecin qui ne sont pas compatibles avec l'alcool, si tu as des problèmes majeurs de santé mentale, c'est moins de prendre l'alcool, mais tu devrais t'éviter grandement. Si tu as de la misère à le contrôler, c'est peut-être une bonne idée de laisser un arrêt peut-être à voir. Puis lors des essais procréation de la grossesse ou durant la période d'allaitement, c'est une bonne idée. Bon. Les gens qui viennent dans notre programme sont contents, ils nous disent, des gens qui me disent, je me sentais dépassé pour l'alcool avant de débuter, mais j'ai réussi à reprendre le contrôle, faire de commentaires. Pour le cannabis, j'ai réalisé que je consommais du cannabis pour me calmer, des effets d'esprit. En arrêtant ma consommation d'amphétamine, j'ai réussi aussi à diminuer ma consommation de cannabis. J'ai réalisé les rôles que prenait la consommation dans ma vie. C'est à moi de prendre des décisions pour aller. Voilà, merci beaucoup.